Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on plonge au cœur d'un concept absolument fondamental du programme d'enseignement scientifique, la cellule. C'est en quelque sorte la brique de base de tout ce qui est vivant, que ce soit les plantes, les animaux et bien sûr, nous. Et tu vas voir, comprendre la cellule, c'est vraiment comprendre les fondations même de la biologie. Allez, c'est parti. Pour bien se mettre dans le bain, j'adore cette citation du prix Nobel François Jacob. Il a dit « Avec la cellule, la biologie a découvert son atome ». C'est une image hyper parlante, non? En gros, ce que ça veut dire, c'est que, de la même façon que toute la matière non vivante, comme une table ou une pierre, est faite d'atomes, eh bien tout le monde du vivant, lui, est construit à partir de cellules. C'est vraiment l'unité de base, le point de départ de toute forme de vie. Bon, d'accord. Mais là, il y a tout de suite une question qui se pose, non? Les cellules, c'est microscopique, on ne les voit pas à l'œil nu, alors comment on a bien pu les découvrir? En fait, c'est une véritable enquête scientifique qui s'est étalée sur plusieurs siècles. Et c'est cette histoire qu'on va suivre parce qu'elle nous montre super bien comment la science avance, pas à pas. On commence avec notre première partie, le monde invisible révélé. Faut vraiment se mettre à leur place. Pendant des milliers et des milliers d'années, l'humanité n'avait aucune idée qu'un univers entier existait à l'échelle microscopique. Notre connaissance du vivant, eh bien, elle s'arrêtait à ce que nos yeux pouvaient voir, tout simplement. Et puis, un jour, tout a basculé, grâce à une invention technologique majeure. Alors, pour se repérer, voilà quelques dates super importantes. Tout démarre vers 1595 avec l'invention du microscope. Mais le vrai boom, c'est au XVIIe siècle. On a deux personnages clés. D'abord, en 1665, l'anglais Robert Hooke. Et puis, un peu plus tard, en 1674, le hollandais Antonie van Leeuwenhoek. Ce sont eux qui vont vraiment ouvrir en grand les portes de ce monde totalement nouveau. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, la découverte de la cellule. C'est vraiment à ce moment-là que tout s'accélère. Grâce à ce nouvel instrument incroyable, le microscope, les scientifiques de l'époque vont enfin pouvoir observer ce que personne, absolument personne, n'avait jamais vu avant. Et ils vont poser les bases de toute la biologie cellulaire moderne. Alors, que voit Robert Hooke exactement? Imagine la scène. Il prend un simple morceau de liège, il en fait une tranche super fine, il la place sous son microscope et là, surprise. Il décrit une structure qui lui fait penser à un nid d'abeilles, rempli de minuscules cavités. C'est un moment historique. C'est la toute première observation d'une structure cellulaire. Et c'est même lui qui va donner son nom à cette structure. Pourquoi cellule? Eh bien parce que ces petites loges lui rappelaient les cellules d'un monastère, tu sais, les petites chambres où vivaient les moines. C'est quand même fou de se dire que ce terme scientifique aussi fondamental vient d'une simple comparaison architecturale. Une bonne anecdote à retenir. Et pendant ce temps-là, aux Pays-Bas, on a notre deuxième héros, Antonie van Leeuwenhoek. Lui, c'est un génie pour fabriquer des lentilles bien plus puissantes que celles de Hooke. Et un jour, il a l'idée de regarder une simple goutte d'eau de pluie. Et là, il découvre un monde qui grouille de vie, des milliers de petites créatures qu'il va baptiser les animalcules. Il venait, sans le savoir, de découvrir les êtres vivants unicellulaires. Le monde microscopique n'était pas vide, il était habité. C'était une révolution. On arrive à la troisième partie, une théorie pour le vivant. Alors, faisons le point. On a deux découvertes majeures. D'un côté, on sait que les végétaux sont faits de cellules. De l'autre, on sait qu'il existe des créatures vivantes minuscules faites d'une seule cellule. Mais le truc, c'est que pendant presque 200 ans, ces découvertes restent des observations un peu isolées. Il manque une théorie globale pour relier tout ça. Et ce déclic, il va arriver au 19e siècle. Et figure-toi que tout part d'une simple discussion entre deux scientifiques allemands. D'un côté, on a le botaniste Schleiden, qui passe son temps à regarder les plantes au microscope. De l'autre, le zoologiste Schwann, qui fait pareil mais avec des animaux. Et en discutant de leurs travaux, ils réalisent un truc de fou. Les structures qu'ils observent chacun de leur côté sont en fait les mêmes. C'est le moment Eureka. Tous les êtres vivants, plantes comme animaux, sont faits de cellules. Et voilà la conclusion géniale et révolutionnaire de Schwann. Cette idée d'origine cellulaire commune à tout ce qui vit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ce que l'on regarde, une plante, un insecte, un être humain, on partage tous le même principe d'organisation de base. On est tous de la même famille microscopique. C'est tout simplement la naissance de la théorie cellulaire. Alors cette théorie, c'est vraiment un des piliers de toute la biologie moderne. Elle repose sur 3 grands principes qu'il faut absolument connaître. C'est simple. Premièrement, tous les êtres vivants sont faits d'une ou de plusieurs cellules.
Deuxièmement, la cellule, c'est la plus petite unité de base du vivant. On ne peut pas découper plus petit et que ce soit encore vivant. Et troisièmement, un principe qui a été ajouté un peu après, toute cellule provient forcément d'une autre cellule. Les cellules ne sortent pas de nulle part. Allez, quatrième partie, voire toujours plus petit. À ce stade, la théorie cellulaire est bien établie. C'est un pas de géant. Mais les scientifiques sont frustrés. Avec leurs microscopes de l'époque, les microscopes optiques, ils voient bien la cellule, ses contours. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, ça reste un grand mystère, une sorte de bouillie floue. Pour aller plus loin, il leur faut un nouvel outil, encore plus puissant. Et cet outil, il arrive en 1931. C'est une révolution, vraiment, au moins aussi importante que l'invention du tout premier microscope. Je parle bien sûr du microscope électronique. Le principe, on n'utilise plus de la lumière, des photons, mais des faisceaux d'électrons. Et ça change la donne complètement. Regardez bien ce tableau pour comprendre le saut technologique que ça représente. En grossissement, on passe de 1500 fois pour le microscope optique à 5 millions de fois. C'est juste dingue. Et pour la résolution, c'est-à-dire la netteté de l'image, c'est des milliers de fois mieux. L'analogie est simple, c'est comme passer d'une vieille télé des années 80 à un écran de cinéma 8K. On entre dans un monde de détails qu'on n'imaginait même pas. Et forcément, avec cette puissance de dingue, on découvre que la cellule, ce n'est pas du tout une boîte vide comme on pouvait le croire. Non, c'est une véritable usine miniature, hyper complexe, remplie de plein de compartiments spécialisés qu'on appelle les organites. Et on découvre aussi des entités encore plus petites et beaucoup plus étranges, les virus. Et ça nous amène à notre cinquième et dernière partie, les virus. Sont-ils vraiment à la frontière de la vie? Cette découverte des virus est super intéressante parce qu'elle vient bousculer un peu notre belle théorie cellulaire. Elle nous force à nous poser une question fondamentale. Au fond, c'est quoi la définition exacte du vivant? Alors, un virus, vivant ou pas vivant? Le débat est ouvert. Bon, avant de répondre, c'est quoi un virus? Déjà, c'est un agent infectieux vraiment minuscule, on parle en nanomètres. Mais le point absolument crucial à comprendre, c'est qu'un virus n'est pas autonome. Il est incapable de se débrouiller tout seul. Pour se reproduire, il est obligé d'infecter une cellule vivante et de la pirater. Faisons une petite comparaison pour que ce soit bien clair. La cellule, elle est autonome. Elle a son propre métabolisme, sa propre usine pour fonctionner, et elle peut se reproduire toute seule. Le virus, lui, c'est tout l'inverse. Il n'a aucun métabolisme et il est totalement dépendant d'une cellule hôte pour se multiplier. Il ne respecte donc pas les critères du vivant qu'on a vus dans la théorie cellulaire. Prenons un exemple que tout le monde connaît maintenant, le SARS-CoV-2, le virus du Covid-19. Comment il fonctionne? Eh bien, il vient s'ancrer sur nos cellules, par exemple dans les poumons, il injecte son matériel génétique à l'intérieur, et il va forcer notre propre cellule à arrêter ce qu'elle faisait pour se mettre à fabriquer des milliers de copies du virus. Il pirate complètement l'usine cellulaire pour son propre bénéfice. C'est la définition même d'un parasite cellulaire obligatoire. Du coup, pour conclure, revenons à notre point de départ, à la citation de François Jacob. Est-ce qu'elle est toujours valable? Oui, absolument. La cellule reste bien l'atome du vivant, l'unité de base fondamentale. Par contre, ce que l'existence des virus nous montre, c'est que la frontière entre le monde vivant et le monde inerte, eh bien, elle n'est peut-être pas aussi nette et tranchée qu'on pourrait le croire. Et ça nous laisse avec une question presque philosophique. Si un virus qui est capable de se multiplier et d'évoluer n'est pas considéré comme étant tout à fait vivant, alors c'est quoi la vie exactement? C'est une question ouverte. Alors, pour résumer ce qu'il faut retenir. D'abord, la découverte de la cellule a été une révolution, rendue possible par l'invention du microscope. Ensuite, la théorie cellulaire nous dit que tout être vivant est fait de cellules, que c'est l'unité de base. Et enfin, les virus, parce qu'ils sont des parasites obligatoires, nous montrent que la frontière du vivant est complexe. Voilà, si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner et à la partager. À très bientôt.